Alors, pardon, c'est un référendum donc qui a eu lieu, donc qui s'est tenu entre le 23 et le 27 septembre dernier. C'était les 4 jours pendant lesquels ce référendum était organisé. Il était organisé aussi bien en Fédération de Russie que sur le territoire des 2 oblasts du Donbass, que sont les régions de Lugansk et de Donetsk, ainsi que dans les 2 régions du sud de l'Ukraine, qui sont les régions de Kherson et de Zaporozhye. Donc voilà pour la situation géographique de la chose. Et ce référendum se déroulait, encore une fois, sur les 2 territoires, car il y a des millions de réfugiés ukrainiens qui sont aujourd'hui à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Volgograd, ou dans d'autres villes encore. Et dans ces villes même étaient organisés des bureaux de vote pour que les gens puissent exprimer leur vote, leur choix, lors de ce référendum. Et les autres bureaux de vote étaient installés dans les régions dont il est fait état, dont il était question donc de voter pour le rattachement ou non, car vous avez parlé tout à l'heure d'annexion, donc il est évident que les gens que nous avons rencontrés ne considèrent pas cela comme une annexion, mais comme un retour à la mère patrie. Ça, c'est vraiment un point important, parce que vu d'un point de vue juridique occidental, il est certain que cela ressemble à une annexion. Vu sur le terrain et en écoutant les gens, en les voyant pleurer de joie de retrouver leur Russie natale, pour beaucoup, c'est un tout autre point de vue que l'on a pu examiner. Alors ça c'est la vision on va dire humaniste, et c'est la vision humaine. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la base juridique sur laquelle on se fonde pour faire un tel référendum? Alors il y a deux points de vue, hein. Il y a soit donc la défense de l'intégrité territoriale des États, soit la volonté populaire. Donc c'est effectivement un point ou l'autre qui est en considération. Du point de vue évidemment de Kiev, c'est le non-respect de l'intégrité territoriale qui est en cause dans ce référendum, et cela constitue pour eux donc un casus belli quasiment. Une annexion illégale, on va dire, un casus belli. Absolument, c'est le terme qu'ils ont employé. Et du point de vue russe et du point de vue des gens que nous avons rencontrés qui ont voté, c'est encore une fois donc le libre droit d'exprimer leur volonté. Vox populi. Vox populi, qui est donc également un des points de droit reconnus par la charte de l'ONU et qui est parfaitement légal. Je rappelle que le comté de Nice et la Savoie ont été rattachés à la France en 1860 de mémoire, donc par un référendum. Et on n'a pas parlé d'annexion, on a parlé de référendum. On a pu observer donc que ce référendum intervenait juste après l'explosion des gazoducs de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et on peut penser raisonnablement qu'il s'agit là d'une escalade vers la guerre, vers une guerre totale, et que la provocation probablement en provenance de l'OTAN qui a fait sauter ces gazoducs a créé une situation de conflit beaucoup plus marquée, à laquelle donc Vladimir Poutine semble avoir voulu répondre par l'organisation assez brutale de ces référendums visant à créer le rattachement de ces régions sous domination russe à la Fédération de Russie. Donc c'est clairement un durcissement de la situation. On se dirige de plus en plus vers une guerre totale entre l'OTAN et la Russie, et c'est une escalade supplémentaire à laquelle nous avons assisté, puisque maintenant ces régions qui ont rejoint la Fédération de Russie par référendum sont considérées par les Russes comme territoire russe, et que toute attaque qui s'y déroule est considérée comme une attaque contre la Fédération de Russie directement. On peut penser raisonnablement que effectivement ces référendums sont prévus de longue date, et même probablement avant le 24 février de cette année. Donc c'était dans la seringue de toute façon. Donc il est clair que ces populations, quand on les rencontre, que ce soit à Moscou, puisque donc nous avons assisté à des votes de réfugiés dans la ville de Moscou. Donc ces populations sont fondamentalement pour le rattachement, et pour elles donc la question ne se pose même pas. Donc ça devait avoir lieu, et même pour elles, c'est 8 ans trop tard. C'est 8 ans trop tard, c'est ce que nous avons entendu, de dire que nous n'avons pas rencontré de gens qui ont exprimé un vote négatif. Cela étant, nous avons assisté au dépouillement d'un bureau de vote, donc de celui de Kherson, et nous avons vu des votes niet. Donc pas en grand nombre pour être franc avec vous, mais nous en avons vu. Donc il y a des gens qui sont venus et qui ont exprimé clairement leur refus du rattachement à la Fédération de Russie.
Mais on n'en a pas rencontré qui se sont exprimés devant nous, en tout cas, alors que nous avions toute latitude, toute liberté pour discuter avec les gens qui venaient dans les bureaux de vote. Eh bien, écoutez, pour être franc avec vous, donc je me sens obligé de dire la vérité. Et donc, dire la vérité, c'est ce que j'ai observé. Je n'ai vu nulle contrainte sur les personnes qui venaient voter, contrairement à ce que l'on a affirmé en Occident. Il n'y avait aucune sollicitation, aucune manipulation. Nous n'avons assisté à aucune tricherie. Et donc, on s'est senti obligé de dire la vérité. Donc, et je vous avoue en toute franchise que si j'avais assisté à des débordements, des manipulations ou des menaces ou des manœuvres quelconques, j'aurais à tout le moins gardé le silence, voire dénoncé donc pour ce que c'était. Je ne suis pas un homme qui s'achète et donc j'ai tendance à dire plutôt la vérité plutôt que le contraire. Donc, en l'espèce, je n'ai assisté à aucune tricherie, aucune tromperie de la part des organisateurs et du moins partout où je suis passé. Alors, une petite précision, donc les gens qui votaient en Russie, en Fédération de Russie, donc pouvaient soit être des réfugiés ukrainiens disposant encore de la nationalité ukrainienne, soit être déjà des citoyens ukrainiens ayant accepté la nationalité russe. Donc il y avait les deux cas de figure. Donc c'est un prérequis pour pouvoir voter. Absolument. Et le prérequis donc était non seulement donc d'avoir l'une de ces conditions, mais également être originaire des villes et villages des régions considérées. Donc et cela était pris en considération dans les bureaux de vote où on vérifiait que le lieu de naissance ou d'habitation correspondait bien aux zones qui étaient en jeu dans ce référendum pour qu'il n'y ait pas d'abus électoraux évidemment. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Considérant ce qui s'est passé, donc moi encore une fois pour ma part, je n'ai vu aucune espèce de contrainte de quelque nature que ce soit dans ce cadre électoral. Et en Russie, donc en Fédération de Russie, où votaient encore une fois des Ukrainiens et des Russes, nous avons assisté donc à une élection, je dirais normale, qui se déroule selon les standards occidentaux, avec des urnes qui sont transparentes pour être certain qu'il n'y a pas de bourrage ou qu'il n'y avait pas de paquet de bulletins déposés avant le début des opérations de vote. Avec des scrutateurs, avec des... Il y a des scrutateurs donc qui représentent les différentes régions et encore une fois donc cela se fait donc sous le contrôle de dizaines et dizaines d'observateurs qui tournent sur les différents bureaux de vote et qui arrivent à l'improviste donc dans ces bureaux de vote. Donc je suis pour ma part donc satisfait des conditions dans lesquelles s'est passé ce référendum. À titre de comparaison, je pense que si on regarde ce qui s'est passé il y a maintenant près de 2 ans aux États-Unis, je pense que le référendum qui vient de se dérouler ces jours-ci dans cette région du monde était beaucoup plus propre que la parodie d'élection qui s'est déroulée aux États-Unis en 2020. Avez-vous entendu parler du massacre de Zaporozhye ? Non, pas vraiment. Alors, le massacre de Zaporozhye, à la différence du massacre de Boutcha, est un véritable massacre de civils qui s'est opéré le 30 septembre dernier, donc il y a 5 jours, où des habitants de Zaporozhye, des civils donc, qui avaient déjà demandé aux autorités ukrainiennes de pouvoir se déplacer en zone russe pour pouvoir voter, et qui s'étaient vus opposer un refus de vote, un refus de se déplacer. On réitérait néanmoins après le référendum donc leur volonté de se rendre en zone occupée, au sens ukrainien du terme, et se sont vus refuser encore une fois l'accès à la route qui mène vers les territoires russes, et néanmoins ont passé outre. Et plusieurs dizaines de véhicules de civils, avec des hommes, des femmes et des enfants, ont été arrêtés au poste contrôle ukrainien sur la route de Kherson et ont été abattus froidement. Il y a eu 30 civils tués et 44 blessés. Personne n'en a parlé et voilà ce que c'est que le résultat de la propagande occidentale. On ne rapporte que les faits réels ou supposés commis par les troupes russes et rien de ce qui se passe du côté ukrainien. Le sentiment que j'ai, je ne dis pas que les Russes sont des saints et sont absolument exempts de tout reproche, loin de là, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que nous assistons à un véritable déferlement de mensonges de la part de l'OTAN et du régime de M. Zelensky, qui est absolument hallucinant. Car, soyons clairs, tous les massacres qui ont été imputés aux Russes ont, de manière évidente pour tout esprit un peu critique et un tant soit peu lucide, n'ont aucune base légale, n'ont aucune valeur réelle. Ce sont des montages qui ont été faits pour salir l'armée russe. Ça, c'est de manière absolument évidente. Je peux vous le certifier sur votre média.
un point quand même, c'est quand même Vladimir Poutine qui a commencé les hostilités en envahissant, on va dire, ces territoires. Donc il y a toujours un attaquant, quelqu'un qui commence. C'était en réponse au non-respect d'un certain nombre d'accords. Donc certains avaient été écrits, d'autres non. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc on peut avoir le bénéfice du doute. A-t-on évacué toutes les voies diplomatiques, d'après vous, pour essayer d'éviter un conflit et cet environnement? Je crois que les Russes ont été d'une patience extrême. Les populations qui, depuis 2014, subissent des bombardements quotidiens de la part de l'armée ukrainienne ont été encore plus patientes que les Russes. Et oui, une consoeur, Anne-Laure Bonnel, en a longuement parlé puisqu'elle était sur le terrain. Absolument. Elle a eu elle-même son lot de problèmes pour rapporter ces informations et les faire publier. Absolument. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que c'est les Russes qui ont attaqué en février 2022, c'est à la fois exact et faux. Ils n'ont fait que exact en ce sens que effectivement leur armée est entrée sur le territoire ukrainien à cette date, mais ça faisait 8 ans, encore une fois, que les populations russophones de l'Est étaient bombardées quotidiennement, et il est à peu près certain, à peu près établi, que l'armée ukrainienne, qui avait massé des troupes considérables dans l'Est de l'Ukraine, se préparait à envahir le Donbass pour génocider les populations. Et donc la rapidité extrême avec laquelle Vladimir Poutine est entré visait à éviter ce génocide. Donc effectivement, factuellement, c'est une attaque, mais c'est une attaque préventive destinée à empêcher un massacre de populations civiles. Donc aujourd'hui, vous revenez donc de ce territoire. Juste, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aller en Ukraine ou en Russie? Eh bien, écoutez, c'est moins facile que ça l'était il y a quelques années. Désormais, donc, il n'y a plus de vol direct, puisque, comme vous le savez, donc, les vols directs vers Moscou sont interdits de beaucoup de pays du monde, en tout cas des pays occidentaux. Et donc, il faut passer par des voies détournées. Alors, donc, le changement de discours, de narrative, comme on dit aujourd'hui, donc, s'explique tout simplement parce que, donc, les hostilités étant clairement ouvertes, désormais, il n'est plus nécessaire d'agiter les gros lots de l'antinazisme, y compris en Ukraine, mais que l'Ukraine étant désormais classée dans le pays qui est dans le bon camp, donc elle peut revendiquer n'importe quelle politique, elle aura toujours raison, et on tentera de la protéger et de la mettre en avant de manière positive. J'en veux pour exemple le célèbre régiment Azov, donc régiment aux revendications assez clairement néo-nazis qui sont manifestes depuis sa création, et dont l'équipe de communication probablement britannique a tenté de supprimer la rune d'inspiration nazie qui est le signe officiel de ce régiment. Ça s'est fait au mois d'avril, mai, donc lorsque justement les accusations de nazisme de la part du régime, enfin de la part contre le régime ukrainien se faisaient un peu trop sentir. Eh bien aujourd'hui le régiment Azov donc a purement et simplement supprimé le sigle nouveau que les Anglais avaient essayé de leur faire arborer, et ils ont repris donc leur rune de type national-socialiste sur leur blason. Donc c'est une réalité. Donc l'appareil politico-militaire ukrainien est tenu par une colonne vertébrale politique qui est celle donc de ces éléments d'extrême droite constitués d'anciens membres du parti Svoboda, de Pravi Sector, donc secteur droit, et que ces gens-là ont une idéologie clairement d'extrême droite, clairement extrême, et sont véritablement le fer de lance de l'appareil politique ukrainien. Ils contrôlent les médias, en tout cas une bonne partie des médias, ils contrôlent une bonne partie de l'armée, et sont dans l'appareil politique au plus haut niveau. Alors même si on ne les a pas trop mis en avant pour que ça n'apparaisse pas de manière trop évidente, il est certain que ces gens-là occupent une place éminente dans le gouvernement et l'administration de Kiev, et qu'ils ont une attitude clairement génocidaire à l'égard des populations russophones. Donc vous dites qu'on pardonne un peu tout, donc les médias ont changé de point de vue sur l'Ukraine en regardant, on va dire, la corruption aujourd'hui, en omettant ces éléments. On a vu dernièrement une publicité, une campagne avec une jeune femme qui disait si jamais ils attrapaient les Russes, ils allaient leur couper la tête, je crois, un par un. Vous l'avez vu cette campagne, et elle n'a pas été condamnée par les médias. Pourtant, c'est une forme d'appel à la violence. Absolument. Alors c'est une forme de rétaliation aussi. Oui, tout à fait. Donc, et ça
coïncide avec cette volonté absolue qu'a l'Occident anglo-saxon de s'impliquer au maximum dans cette guerre sur tous les plans, donc y compris la communication à laquelle vous faites allusion, mais également sur le plan économique, également sur le plan militaire bien sûr, sur le plan religieux, sur le plan financier, toutes les armes que peuvent utiliser les anglo-saxons qui sont à la pointe dans cette guerre sont utilisées. La communication en est bien sûr une des armes déterminantes, et de ce côté-là, il faut reconnaître qu'ils travaillent très bien. Le problème, c'est que cette guerre à outrance contre la Fédération de Russie se fait au détriment non seulement de l'Ukraine, dont les populations sont utilisées comme chair à canon, mais également au détriment des peuples européens qui vont plonger dans une crise épouvantable. Nous avons déjà commencé à plonger dans cette crise uniquement pour satisfaire à cette volonté belliqueuse de la part de Londres et de Washington. C'est cela qui est véritablement époustouflant, et on ne voit pas de responsables politiques dans notre pays, par exemple, s'insurger contre cette volonté d'aller dans la guerre, dans une guerre totale, et de plus en plus, puisqu'on voit que Monsieur Macron a récemment déclaré que les derniers canons César que nous avions, qui étaient prévus pour être livrés au Danemark, seraient livrés à l'Ukraine, donc ces jours-ci. Donc on voit qu'il y a cette volonté de plus en plus manifeste d'aller loin dans ces opérations de guerre, et ça se fait bien évidemment au détriment des populations européennes. Et le rôle de Monsieur Musk dans ce conflit est assez extraordinaire, parce que cet engagement d'Elon Musk dès le départ de la guerre, dès le premier jour de la guerre, où il offre, comme un magicien, il offre le ciel de ces satellites de communication Starlink à toute l'armée ukrainienne qui en était totalement dépourvue auparavant. Ce qui explique en grande partie les relatifs déboires de l'armée russe depuis le départ de cette opération, car l'armée ukrainienne a une vision absolument parfaite du champ de bataille en temps réel, j'allais dire quasiment jour et nuit. Donc on rappelle, le Starlink, c'est un ensemble de satellites qui a donné un avantage concurrentiel, on va dire, aux Ukrainiens, donc donné par Elon Musk. Absolument. Et qui 8 mois plus tard, fait une proposition de paix qui va tout à fait apparemment dans l'autre sens. Mais pour vous donner une information supplémentaire, donc il semblerait que pour détruire ce réseau de satellites qui a offert un avantage stratégique indéniable au camp otano-ukrainien, il semblerait que depuis 48 heures, donc les Russes ont mis en service des armes à énergie dirigée, donc des canons laser pour parler plus simplement, qui manifestement ont commencé à détruire le réseau satellitaire occidental. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quels satellites ont été visés, mais très clairement, donc les Russes ont commencé à aveugler l'Occident sur sa capacité à regarder le terrain de trop près.